Gérald Darmanin revient également sur les émeutes. Dans un télégramme, le ministre de l'Intérieur demande de mobiliser l'ensemble des moyens afin d'effectuer le suivi d'individus et groupes d'individus pouvant être à l'origine de ces violences commises. Thomas, que dit ce télégramme et surtout à qui a-t-il été adressé ? Alors, il a été adressé par le ministre de l'Intérieur au préfet. L'idée, c'est d'assurer l'ordre public à long terme. Il y a d'abord un travail d'analyse, c'est ce que dit Gérald Darmanin dans ce télégramme, mais il demande donc au préfet de maintenir durablement la sécurité de nos concitoyens, notamment dans la perspective des grands événements sportifs qui nous attendent. Évidemment, il est fait référence ici, dans un premier temps, à la Coupe du Monde de rugby qui va se dérouler à la rentrée sur l'ensemble du territoire, et puis aux Jeux Olympiques qui auront lieu l'été prochain. Dans ce contexte, dit donc le ministre de l'Intérieur dans ce télégramme, je vous demande de mobiliser l'ensemble des moyens nécessaires au suivi des individus et groupes d'individus ciblés comme ayant été à l'origine d'actions violentes lors de ces émeutes. Ce point doit constituer l'une de vos priorités tout au long de ces prochains mois. La difficulté sur ce dossier, et vous en parliez très justement, c'est qu'une grande partie des personnes qui ont été interpellées ou appréhendées lors des émeutes étaient inconnues des services de police. C'est donc un travail qui va devoir être fait. D'ailleurs, Gérald Darmanin parle aussi des services de renseignement dont il demande qu'ils renforcent dès à présent leur dispositif d'anticipation de ce type d'événements. On l'a bien compris, l'idée c'est évidemment de voir venir s'il y avait de nouvelles violences urbaines dans les mois qui viennent, en particulier pendant les grands événements sportifs que la France va organiser. C'est compliqué comme demande, parce que finalement, ça ressemble à une demande de fichage. En fait, c'est assez compliqué, effectivement, parce que surtout, la plupart des personnes, en tout cas une majorité des personnes qui ont participé à ces émeutes ne sont pas connues des services de police. Alors vous avez ceux qui ont été interpellés, qui pour certains d'entre eux ont été placés en détention, mais pour les autres qui auraient ou qui ont participé à ces émeutes, c'est compliqué d'avoir un traçage efficace. On imagine qu'il va y avoir un gros travail avec les réseaux sociaux. C'était justement l'outil utilisé, et en tout cas pointé du doigt par le gouvernement dans le cadre de ces émeutes, avec les images qui circulaient, les images très violentes. Alors justement, on va poser la question à Denis Jacob qui est avec nous, secrétaire général du syndicat de police Alternative. Merci d'être en direct sur CNews. Alors concrètement, Denis, comment ça se passe ? Comment est-ce qu'on effectue le suivi de personnes qu'on soupçonne de commettre des violences et puis de personnes dont Thomas, Christian nous le disait, qui ne sont pas forcément connues des services de police ? Bonjour Mickaël Dorian. Écoutez, je pense que c'est assez simple. C'est un peu le même principe que pour les individus ou les groupuscules d'ultra-gauche, d'extrême droite, qui, dès qu'ils ont commis un fait, vont être suivis par les services de renseignement, vont pouvoir faire l'objet d'un fichage, et plus exactement fichier S, puisque les fichiers S, c'est pas uniquement dans le cadre de l'antiterrorisme, il faut le savoir, et qu'on peut envisager dans le cadre de la lutte contre les violences urbaines, dès lors qu'on a un individu ou un groupe d'individus qui sont identifiés et reconnus comme étant auteurs d'actions violentes, peuvent faire l'objet d'un fichage S, et quand bien même ils n'auraient pas commis d'autres actes auparavant. Vous le disiez à l'instant, la grande majorité des émeutiers n'étaient pas connus des services de police. Ça ne veut pas dire pour autant que demain, ils ne vont pas recommencer. Donc il va y avoir un travail fastidieux, c'est clair, un travail fastidieux notamment du renseignement territorial pour avoir un suivi efficient de ces individus qui n'étaient pas connus des services de police, qui peuvent l'être encore demain. Et le but, vous l'avez dit également, c'est d'anticiper toute nouvelle action violente, notamment dans le cadre de grands événements à venir, qu'est la Coupe du Monde de rugby à partir de septembre-octobre et les Jeux Olympiques en 2024. Vous nous dites que ça va être fastidieux. On imagine que ça risque de demander beaucoup de moyens. Est-ce que cette demande du ministre de l'Intérieur est vraiment réalisable dans les faits, selon vous ? Alors, non seulement elle est réalisable, mais je pense qu'elle est de bon sens de la part du ministre de l'Intérieur que de vouloir anticiper de nouvelles émeutes. Je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde et notamment de nos concitoyens. Oui, ça va être fastidieux, mais vous savez, il y a une réforme de la police nationale qui a défrayé la chronique et est en train de se restructurer dans son mode de fonctionnement avec des services qui vont basculer d'une direction à l'autre. Je pense que ça peut s'inscrire dans ce cadre-là. Le renseignement territorial aujourd'hui en France redevient une véritable direction nationale. Je rappelle que les RG en 2008 ont été démantelés pour créer la DRCI, je me souviens plus de l'appellation exacte, mais qui est devenue aujourd'hui la DGSI. Et on a rattaché le renseignement territorial, les ex-RG,
à la sécurité publique. Aujourd'hui, ça devient une véritable direction nationale telle que nous le demandions, Alternative Police, donc de plein exercice, qui va pouvoir se recentrer sur ses missions d'origine. Et je pense qu'on va avoir très rapidement des résultats dans le cadre de ce suivi des émeutiers. Alors toujours dans le cadre de ce suivi, Denis Jacob, on a appris qu'un millier de mortiers avaient été découverts dans un parking souterrain hier après-midi lors d'une patrouille. Des policiers sont tombés sur des cartons contenant des centaines d'engins pyrotechniques. On peut imaginer qu'ils auraient pu être destinés à de futures émeutes. Complètement. Vous savez, les émeutes auxquelles on a été confrontés sont inédites. Nous n'avons jamais connu des émeutes en une journée sur l'ensemble du territoire national. Celle dont on se souvient, 2005, c'est monté crescendo, ça a été très localisé et puis ça a fait une traînée de poudre sur l'ensemble du territoire. Là, il y a eu une espèce de coordination et les réseaux sociaux y sont pour beaucoup, et tout, excusez-moi d'être vulgaire, mais tout a pété en même temps sur l'ensemble du territoire. Et le niveau de violence que l'on a connu démontre que les individus étaient déjà largement équipés de mortiers. Donc si ça n'avait pas été suite à l'affaire Naël, c'était peut-être dans la perspective du 14 juillet, mais en tous les cas, le stock était là. Donc oui, effectivement, il y a fort à parier qu'il y ait encore des stocks à disposition, qu'à tout moment, il suffit d'une étincelle pour que ça redémarre, et le travail qui est fait par la police aujourd'hui, sur les instructions une nouvelle fois du ministère de l'Intérieur, c'est d'anticiper cela, et notamment sur les contrôles transfrontaliers, mais également sur Internet, puisque un grand nombre de mortiers viennent de Pologne normalement, via les réseaux sociaux, via des achats en ligne. Denis Jacob, je souhaitais également vous avoir sur un tout autre sujet dans l'actualité. Également le maintien en détention provisoire requis contre le policier de la BAC écroué à Marseille. Son incarcération provisoire avait déclenché une fronde dans certains commissariats de France. Il est soupçonné d'avoir tiré au LBD sur un jeune homme et de l'avoir grièvement blessé lors des émeutes. On en parle avec vous. Célia Barotte, merci de nous rejoindre du service police-justice de CNews. Célia, est-ce qu'on sait ce qui a été dit durant son audition ce matin à la cour d'appel d'Aix-en-Provence? Est-ce qui a poussé le parquet à requérir le maintien en détention? Alors l'audience a commencé à 8h30 et le policier incarcéré a fait des déclarations spontanées avant que les débats ne s'ouvrent. Il a dit « J'ai pris la décision de faire usage du LBD à une reprise ». Pourtant, jusqu'ici, lors de ses premières auditions, il avait nié tous les faits qu'on lui reprochait. Il disait n'avoir aucun souvenir, ne pas se reconnaître sur les vidéos où il apparaît comme le seul porteur de LBD. Donc il a reconnu ce tir, mais pourtant, selon son avocat, rien ne prouve que ce tir ait blessé le jeune Eddy. Le policier a souhaité donc faire des déclarations spontanées, mais l'avocat général a confirmé la réquisition du parquet général d'Aix-en-Provence de maintenir en détention provisoire le fonctionnaire. La décision doit être rendue aux alentours de 16h cet après-midi. Si cette décision n'est pas rendue à 16h, elle pourrait être rendue demain ou dans les prochains jours, puisque les magistrats ont 10 jours pour se prononcer. Cette incarcération, elle va durer au moins jusqu'à un interrogatoire prévu le 30 août, car il faut prendre en compte le risque de concertation frauduleuse et il faut préserver l'information jusqu'à l'interrogatoire. C'est ce qu'a annoncé l'avocat général. Le juge avait déjà fait le choix de placer le fonctionnaire en détention provisoire pour ces mêmes raisons, juste après sa garde à vue. Ses 3 autres collègues impliqués dans cette histoire sont placés sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer. L'avocat d'Eddy estime quant à lui de son côté que le policier ment depuis le début puisqu'il a tiré sciemment à 3 mètres d'Eddy. Denis Jacob, une réaction sur ce que vient de nous dire Célia, sur cette détention provisoire, ce maintien en détention provisoire requis par le parquet d'Aix-en-Provence. On attend évidemment la décision qui doit être rendue normalement à 16h tout à l'heure. Est-ce que ça vous fait réagir ? Je suis particulièrement prudent par rapport au délibéré qui doit être prononcé à 16h. Vous le savez, Michael, je n'ai pas l'habitude de prendre de position tranchée sur des affaires en cours dont l'enquête n'est pas finie, qu'on vient d'établir les responsabilités, de les établir clairement. Si j'ai réagi sur cette affaire, ce qui est assez rare pour mon organisation syndicale de prendre des positions en cours d'enquête, c'est surtout non pas le fond. Le fond, il appartient à la justice de l'établir clairement et il ne m'appartient pas de prendre une position et d'y porter un jugement. Par contre, sur la forme,
voilà, moi je continue et je persiste à avoir cette interrogation. L'avocat général requiert à nouveau le maintien en détention provisoire pour éviter toute concertation frauduleuse. Ça m'interpelle, vous le savez, je l'ai déjà dit sur votre plateau. Les 4 policiers mis en cause ont été auditionnés dans le cadre de cette affaire à l'IGPN 3 semaines après les faits. Donc s'il devait y avoir une concertation frauduleuse, elle aurait déjà eu lieu depuis bien longtemps. Et que si c'est la seule raison qui pousse à la détention provisoire, je suis désolé, elle ne s'impose pas, puisque, et d'ailleurs l'avocat du policier l'a dit clairement lui-même, il peut très bien être interdit de séjour sur la plateforme marseillaise, il peut très bien résider partout ailleurs en France, ne pas être en contact avec ses collègues. Les 3 autres collègues sont sous contrôle judiciaire, qu'est-ce qui les empêche de se concerter puisqu'ils ne sont pas en détention provisoire et eux-mêmes font l'objet d'une interdiction de concertation. Donc s'il y a des éléments clairement établis, probants, qui justifient la détention provisoire, eh bien, nous attendons, au moment du délibéré, qu'il puisse y avoir une conférence de presse qui établisse très clairement les raisons pour lesquelles le fonctionnaire de police est maintenu en détention, au-delà du simple critère de dire qu'on le maintient en détention pour une probable concertation frauduleuse avec ses autres collègues. Alors, Denis Jacob, il y a cette affaire, on l'a compris, il y a aussi la fronde des policiers, je le disais, dans certains commissariats du pays. Comment est-ce que vous la vivez aujourd'hui au quotidien ? Écoutez, j'ai pas de retour, en tous les cas, j'en ai plus. Ce sont des fonctionnaires de police qui ont pris l'initiative de ce mouvement, qui ne souhaitent pas avoir l'interventionnisme des organisations syndicales. J'étais moi-même dans leur groupe et ils ont jugé opportun de m'en exclure, c'est leur choix. Ils en assument leurs responsabilités. Ce sont des garçons et des femmes responsables. Il leur appartient de savoir s'ils doivent ou pas reprendre le service, tout en précisant que le ministre de l'Intérieur a quand même fait un message très clair aux organisations syndicales qu'il a reçues la semaine dernière, c'est qu'il laissait un certain temps aux agents pour reprendre leur activité, mais que si l'activité, pour certains, ne reprenait pas, ils s'exposaient derrière à des sanctions administratives. Donc le message du ministre a été clair. Mes collègues ont pris le choix, la liberté de s'exprimer de cette façon-là. Je répète ce que je vous ai déjà dit, s'ils sont en arrêt maladie, ils ne l'ont pas décrété d'autorité, ils ont eu un certificat médical d'un médecin. Donc je répète là aussi ce que j'ai déjà dit, ce serait peut-être opportun de demander à un syndicat de médecins ce qu'ils pensent des arrêts maladie qui ont été pris par les médecins. Mais vous savez, au-delà de cette façon de protester une désapprobation, de montrer une désapprobation, sur le fond, il y a un vrai mal-être. Ça va au-delà de l'affaire de Marseille. Il y a une récurrence de fatigue. Vous avez des fonctionnaires de police qui ont travaillé depuis plus de 9 jours pendant ces émeutes. Il y a la succession d'événements qu'on connaît quand même depuis les attentats de 2015 et de manière ininterrompue, qui fait qu'aujourd'hui, il y a une vraie fatigue, un vrai ras-le-bol, un vrai stress, qui fait qu'il y a des fonctionnaires de police qui disent stop, et l'affaire de Marseille est quelque part l'eau qui fait déborder le vase. Voilà, l'élément déclencheur, et on en a parlé régulièrement sur nos plateaux, de ce ras-le-bol, de ce mal-être qu'il y a aujourd'hui dans la police. Un mot sur ce sujet, on a 30 secondes vraiment... Pardonnez-moi, je voulais vous donner la parole. Oui, Bernard. Oui. Bernard, excusez-moi. Oui, écoutez, moi, j'ai bien entendu ce que dit M. Jacob, je partage totalement ce qui a été dit. C'est vrai que depuis les émeutes des Gilets jaunes, pour nous, dans le monde économique, la police a été soumise à rude épreuve. Je me rappelle des rues incendiées, pillées déjà. Rien que sur ces dernières émeutes, vous l'évoquiez tout à l'heure, 1 milliard de pertes. Et en Ile-de-France, 141 communes touchées. Donc imaginez, à Paris, 63 commerces, rien que sur Paris, dévalisés, incendiés ou brûlés ou tout simplement pillés. C'est quand même pas rien. Et puis d'un autre côté, on a besoin, nous, pour une activité économique dans le cadre des grands événements, que ce soit la Coupe du monde de rugby ou les Jeux olympiques de l'été 2024, un problème d'attractivité et de sécurité aussi, et les forces de l'ordre doivent être là, elles doivent être aussi bien rémunérées. Et puis, et pour terminer, moi j'ai le sentiment quand même que la présomption d'innocence doit être la même qu'on soit un policier ou un autre citoyen. Je crois qu'il faut aussi veiller au message que l'on donne,
La présomption d'innocence doit être respectée pour tout le monde. Quand un policier n'est pas pour l'instant coupable, on doit peut-être faire en sorte qu'il ait les mêmes droits que les autres citoyens. On va remercier Denis Jacob d'avoir été avec nous, secrétaire général du syndicat de police alternative. Vous restez avec nous, on revient dans un instant pour la suite de La Parole aux Français.